Bonjour à tous. Alors, comme vous avez été très mignons et très sages et très adorables et que tout va très bien en cette période chaotique, vraiment du chaos, du super chaos, j'ai décidé de vous faire des petits instants de lecture avec des petites découvertes. Alors là, je vous ai choisi le livre qui s'appelle L'au-delà et la survivance de l'être de Léon Denis. Je vais vous dire qui était Léon Denis. Je l'ai découvert lors de mes lectures d'Alan Kardec. Tu viens, Shannon? Alors, Miss Shannon fait sa starlette, comme d'habitude. Et après, elle va nous casser les pieds, ça va me perturber. Allez, viens ici. Viens, ma chérie. Viens dire bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes toujours en restriction. Viens, ma puce, tu viens? Allez, viens. Allez, viens. Viens, Chacha, tout le monde aime bien te voir. Viens dire bonjour. Allez, dépêche-toi. Allez, ma nénette. Oh là là, elle fait sa capricieuse. Bah, c'est normal, c'est une star. Hein. Une star, bon, c'est souvent capricieux. Hein. Voilà, nous sommes assortis toutes les deux, avez-vous vu? Ah, dis bonjour, ma puce. Allez, c'est parti pour Léon Denis. Alors, j'ai un fil, hein. J'ai investi dans un micro. Et vraiment, je trouve que la qualité du son, j'ai pas vu beaucoup vos commentaires, tiens. La qualité du son est vraiment bien. Alors, Léon Denis, moi j'ai peut-être pas besoin de ça. Oh là là, vous avez pu me voir. Je fais des essais. Moi, c'est pas grave. Léon Denis, 1846-1927. Vous voyez que c'est pas c'est de l'époque d'Alan Kardec. Surnommé l'apôtre du spiritisme, est l'une des figures historiques incontournables du mouvement spirit en France. Il fut d'ailleurs l'un des disciples de Alan Kardec, dont il reçut les inspirations et dont il prolongea l'œuvre et les enseignements après son décès en 1869. Léon Denis a toujours farouchement défendu l'idée de la survie de l'âme. Dans l'un de ses ouvrages les plus connus intitulé « Après la mort », il défend ainsi l'idée selon laquelle il est possible de retrouver dans l'au-delà ceux que nous avons aimés lors de notre passage sur Terre. Dans l'ouvrage que nous vous présentons ici, Denis porte notamment à notre connaissance de nombreux témoignages visant à prouver l'existence d'un monde invisible, d'un au-delà qui assurerait la survivance de l'être. Il tente ainsi de répondre à la question suivante: y a-t-il quelque chose de notre conscience, de notre identité qui subsiste après la décomposition de notre enveloppe matérielle? Les observations de Léon Denis, presque 100 ans après la première publication de cet ouvrage, continuent d'éveiller notre curiosité et suscitent un débat fort stimulant sur l'existence de la vie après la vie. Donc, c'est un livre qui a une centaine de pages, donc je pense pouvoir vous le lire mieux que Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, parce que j'en peux plus. Donc, celui-là, ça devrait aller. Hein. Et comme il est très vieux, ce livre, il y a prescription. Hein. J'ai perdu quelques vidéos sur la chaîne parce que, je sais pas, il y a des vidéos qui disparaissent. Je sais pas comment ça se fait. Allez, c'est parti. Je me propose, donc je ne l'ai pas lu, donc je le lis avec vous. Hein. Je me propose d'aborder en ces pages une des questions les plus hautes, mais je me suis documentée avant. Hein. Je me suis documentée qui était Léon Denis. J'ai fait des petites recherches, Alan Kardec, tout ça. Et du coup, j'ai commandé le livre parce que ça correspond à mon initiation, à ce que je sais, à ce que j'ai compris de la part des lumineux et de mes guides, de l'enseignement que j'ai reçu de leur part, de la part qu'on a le droit de comprendre et de savoir. On ne saura jamais tout. De même que la science, actuellement, excusez-moi, je m'étouffe toute seule moi-même, on est assez fort pour savoir faire ça.
La science ne sait pas tout expliquer. On demande toujours avec notre mental des explications. Le virus, le truc, le machin, le schmilblick. Essaye de comprendre les expériences, tire-en les leçons parce que on est dans un monde matériel pour expérimenter des trucs. Donc, ça sert à rien de vouloir tout contrôler. Alors, c'est parti. Y a-t-il en nous un élément, un principe quelconque qui persiste après la mort du corps? Y a-t-il quelque chose de notre conscience, de notre personnalité morale, de notre intelligence, de notre moi qui subsiste après la décomposition de notre enveloppe matérielle? Dans cette courte étude, nous laisserons de côté le domaine des expériences religieuses, si respectables soient-ils, ainsi que celui des théories philosophiques, pour rechercher exclusivement les preuves expérimentales susceptibles de fixer notre opinion. Aujourd'hui, les affirmations dogmatiques, les théories spéculatives ne suffisent plus. L'esprit humain, rendu plus difficile par les méthodes scientifiques et critiques en usage dans notre temps, exige pour toute croyance une base positive, un critérium de certitude. Vous voyez que ce livre m'est tombé dans les mains vraiment au bon moment. Hein. La spiritualité, ça prend pas une ride. Hein. Tout d'abord, dans cet examen, une chose nous frappe. À notre époque, où tant de convictions s'affaiblissent et s'éteignent, où tant d'illusions tombent en lambeaux, le respect, le culte de la mort reste une des rares traditions vivantes. Le souvenir des êtres chéris persiste, intense et profond au cœur de l'homme. C'est à Paris, ne l'oublions pas, que s'est établi l'usage de saluer au passage les convois funèbres. N'est-ce pas un touchant spectacle que de voir les 1er et 2 novembre, sous un ciel généralement bas et sombre, et souvent même sous une pluie opiniâtre, maussade et glacée, des foules nombreuses s'acheminer vers les cimetières pour aller fleurir de chrysanthèmes les tombes de ceux qu'elles ont aimés. Pour tous ceux qui viennent d'accomplir ce pieux pèlerinage et même à toutes les époques de l'année, pour ceux qui accompagnent un convoi mortuaire, est-ce que la question ne se pose pas? Qu'est-il advenu de tous ces voyageurs qui ont franchi le seuil du monde invisible? Et notre pensée interroge l'océan silencieux des morts. Oui, malgré l'amour effréné de la matière qui caractérise notre temps, malgré cette lutte ardente pour la vie qui nous saisit dans son engrenage et nous absorbe tout entier, la pensée de l'au-delà se dresse à chaque instant en nous. Elle est suscitée par le spectacle quotidien des deuils de l'humanité, par la vue des générations qui se succèdent et passent, par les arrivées et les départs qui se produisent autour de nous, par ces passages constants d'un monde à l'autre, de ceux qui ont partagé nos travaux, nos joies, nos douleurs, de ceux qui ont tissé à nos côtés la trame parfois si douloureuse de l'existence. À tous ceux qui se sont posé cette question, je dirais: n'avez-vous pas perçu quelquefois, dans le silence profond des heures nocturnes, des heures d'insomnie, lorsque tout repose autour de nous, n'avez-vous pas perçu quelques bruits mystérieux qui ressemblaient à un avertissement d'amis ou bien encore le murmure d'un être cher essayant de se faire entendre? N'avez-vous pas senti passer sur votre front comme un souffle léger, un doux comme une caresse ou comme le frôlement d'une aile? Cela, je l'ai senti bien souvent. Mais, direz-vous, cela est beaucoup trop vague et très peu concluant. Il faut, à notre époque, sceptique des manifestations hautement précises, des phénomènes plus tangibles, plus probants. Or, ces manifestations existent et c'est d'elles que nous allons nous entretenir, abordant ainsi le domaine du spiritualisme expérimental, de ces sciences physiques nouvelles qui jettent sur le problème de l'au-delà une vive lumière. Ces sciences ont pris une extension considérable depuis quelques années.
et il n'est plus possible à tout homme intelligent de les ignorer ou de les dédaigner. En dépit des fraudes et des supercheries, les phénomènes psychiques réels de tout ordre se sont tellement multipliés que leurs possibilités ne sauraient plus être mises en doute. Si certains savants les discutent encore, c'est bien plutôt au point de vue de l'explication des causes en action que de la réalité des faits pris en eux-mêmes. Depuis 20 ans ou 30 ans, une nouvelle science est née, brisant le cercle étroit dans lequel la science d'hier, la science matérialiste, s'était confinée, et elle a ouvert à l'esprit humain d'immenses trouées sur la vie invisible. La découverte de la matière radiante, c'est-à-dire d'un état subtil de la matière qui échappait complètement à nos perceptions, la découverte des rayons X, des ondes hertziennes et de la radioactivité des corps ont démontré l'existence de forces, de puissances incalculables et la possibilité de formes de vie que nos sens chétifs et bornés sont insuffisants à percevoir. De même que le monde des infiniment petits nous demeurait inconnu avant l'invention du microscope. De même, sans les découvertes de W. Crook, Roentgen, Berthelot et Curie, nous ignorerions encore qu'un infini de forces, de radiations, de puissances nous entoure, nous enveloppe, nous baigne dans ses profondeurs. Mais, après ces constatations, quel homme oserait désormais fixer des limites à l'empire de la vie? La mort elle-même ne semble être qu'une porte ouverte sur des formes impalpables, impondérables de l'existence. Les flots de la vie invisible roulent sans cesse autour de nous. On se demande souvent où est l'au-delà. Mais l'au-delà et l'en-deçà se pénètrent, se confondent. Ils sont l'un dans l'autre. L'au-delà est simplement ce que nos sens n'atteignent pas. Ceux-ci sont très pauvres, on le sait. Ils ne nous laissent distinguer que les formes les plus grossières de la vie universelle. Les formes subtiles leur échappent absolument. Pendant longtemps, qu'est-ce que l'humanité a su de l'univers? Presque rien. Le télescope et le microscope ont élargi, en deux sens opposés, le champ de nos perceptions. À celui qui, avant la découverte du microscope, aurait parlé des infusoires, de cette vie débordante s'épanouissant en myriades d'êtres dans les airs et dans les eaux, on aurait répondu par un haussement d'épaules. Voici que de nouvelles perspectives s'ouvrent et des domaines inconnus de la nature se révèlent. On peut dire que l'enfance du XXe siècle marque une nouvelle étape de la pensée et de la science. Celle-ci s'affranchit de plus en plus des limites étroites dans lesquelles elle a été enfermée si longtemps pour prendre son essor, développer ses moyens d'investigation et de raisonnement et explorer les vastes horizons de l'inconnu. La psychologie, notamment, est entrée dans des voies nouvelles. L'étude du moi, de la personnalité humaine, est passée du domaine de la métaphysique à celui de l'observation et de l'expérience. Parmi les sciences nées de ce mouvement figure le spiritualisme expérimental. Sous ce nom, le vieux spiritisme, tant raillé et bafoué, si souvent enterré, a reparu plus vivant et voit s'accroître de jour en jour le nombre de ses partisans. N'est-ce pas là une chose singulière? Jamais peut-être on n'avait vu un ensemble de faits considérés d'abord comme impossibles, dont l'idée ne soulevait dans la pensée de la majorité des hommes que l'antipathie, la méfiance, le dédain, qui étaient en lutte à l'hostilité de plusieurs institutions séculaires, finirent par s'imposer à l'attention et même à la conviction d'hommes instruits, de savants compétents, autorisés par leurs fonctions et leur caractère.
Ces hommes, d'abord sceptiques, en sont venus par leurs études, leurs recherches, leurs expériences, à reconnaître et à affirmer la réalité de la plupart des phénomènes spirites. Sir William Crookes, le plus grand physicien des temps modernes, après avoir observé pendant 3 ans les matérialisations de l'esprit de Katie King et les avoir photographiées, a déclaré « Je ne dis pas cela est possible, je dis cela est. » On a prétendu que William Crookes s'était rétracté. Or, il a répondu lui-même à cette insinuation dans son discours d'ouverture au congrès du Bristol comme président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Parlant des phénomènes qu'il a décrits, il ajoute « Je n'ai rien à rétracter. Je m'en tiens à mes déclarations déjà publiées. Je pourrais même y ajouter beaucoup. » Russell Wallace de l'Académie royale de Londres, dans son ouvrage intitulé « Le miracle et le moderne spiritualisme » a écrit « J'étais un matérialiste si parfait et si éprouvé que je ne pouvais en ce temps trouver place dans ma pensée pour la conception d'une existence spirituelle. Les faits, néanmoins, sont choses opiniâtres. Les faits m'ont vaincu. » Le professeur Hislop de l'Université de Columbia, New York, dans son rapport sur la médiumnité de Mrs. Piper, entrancé, a dit « À en juger, d'après ce que j'ai vu moi-même, je ne sais comment je pourrais me dérober à la conclusion que l'existence d'une vie future est absolument démontrée. » F. Mayer, professeur à Cambridge, dans son bel ouvrage « La personnalité humaine », en arrive à cette conclusion. Que des voix et des messages reviennent de l'au-delà de la tombe. Parlant de Mrs. Thompson, il ajoute « Je crois que la plupart de ces messages viennent d'esprits qui se servent temporairement de l'organisme des médiums pour nous les donner. » Richard Hodgson, président de la Société américaine des recherches psychiques, écrivait dans les Proceedings of Society Psychical Research « Je crois, sans avoir le moindre doute, que les communicants spirites sont bien les personnalités qu'ils disent être, qu'ils ont survécu au changement que nous appelons la mort et qu'ils ont communiqué directement avec nous, les soi-disant vivants, par l'intermédiaire de l'organisme de Mrs. Piper endormie. » Le même Richard Hodgson, décédé en décembre 1906, s'est communiqué depuis à son ami James Hislop, entrant dans les détails minutieux au sujet des expériences et des travaux de la Société des recherches psychiques. Il explique comment il faudrait les conduire de manière à prouver absolument son identité. Ces communications sont transmises par différents médiums qui ne se connaissent pas et elles se confirment les unes les autres. On reconnaît les mots et les phrases qui étaient familiers aux communicants pendant sa vie. Sir Oliver Lodge, recteur de l'université de Birmingham et membre de l'Académie royale, écrit dans The Heidelberg Journal ce qui suit, reproduit par Light du 8 juillet 1911. Parlant pour mon compte et avec tout le sentiment de ma responsabilité, j'ai à constater que, comme résultat de mon investigation dans le psychisme, j'ai, à la longue et tout à fait graduellement acquis la conviction et suis maintenant convaincu, après plus de 20 ans d'études, non seulement que la persistance de l'existence personnelle est un fait, mais qu'une communication peut occasionnellement, mais avec difficulté et dans des conditions spéciales, nous parvenir à travers l'espace. Et
dans la conclusion de son livre récent, La survivance humaine, il ajoute: nous ne venons pas annoncer une nouvelle extraordinaire, nous n'apportons aucun moyen nouveau de communication, mais simplement une collection de preuves d'identité soigneusement établies par des méthodes développées quoique anciennes, plus exactes et plus voisines de la perfection peut-être que celles obtenues jusqu'ici. Je dis des preuves soigneusement établies. Car l'ingéniosité avec laquelle elles ont été préparées se rencontre autant de l'autre côté de la barrière que d'une autre. Il y a eu distinctement coopération entre ceux qui sont dans la matière et ceux qui n'y sont pas. Le professeur William Barrett de l'Université de Dublin déclare, entre parenthèses, Annales de sciences physiques, novembre et décembre 1911. Voyons, ça date pas d'hier. Hein. Sans doute, pour notre part, nous croyons qu'il y a quelques intelligences actives à l'œuvre derrière l'automatisme. Entre parenthèses, écriture mécanique, trans et incorporation. Fermez la parenthèse. Et en dehors de celui-ci, une intelligence qui est plus probablement la personne décédée qu'elle affirme être, que toute autre chose que nous pouvons imaginer. Il est malaisé de trouver une autre solution au problème de ces messages et de ces correspondances croisées, sans imaginer une tentative de coopération intelligente entre certains esprits désincarnés et les nôtres. Le célèbre Lombroso, professeur à l'université de Turin, écrivait dans la Lettura: « Je suis forcé de formuler ma conviction que les phénomènes spirites sont d'une importance énorme et qu'il est du devoir de la science de diriger son attention sans délai sur ces manifestations. » M. Boutroux, membre de l'Institut et professeur à la Faculté des Lettres de Paris, s'exprime ainsi dans le Matin du 14 mars 1908. Une étude large, complète du psychisme n'offre pas seulement un intérêt de curiosité, même scientifique, mais intéresse encore très directement la vie et la destinée des individus et de l'humanité. Le savant M. Duclos, directeur de l'Institut Pasteur, dans une conférence faite à l'Institut général psychologique il y a quelques années, disait « Je ne sais si vous êtes comme moi, mais ce monde peuplé d'influences que nous subissons sans les connaître, pénétré de ce quid divinum que nous devinons sans en avoir le détail, eh bien, ce monde du psychisme est un monde plus intéressant que celui dans lequel c'est juste ici confiné notre pensée. Tâchons de l'ouvrir à nos recherches. Il y a là d'immenses découvertes à faire dont profitera l'humanité. » L'observateur, le chercheur impartial qui veut se faire un jugement fondé, se trouve souvent en face de deux opinions également trompeuses. D'un côté, c'est la condamnation en bloc. On lui dira: dans le psychisme, tout est fraude et supercherie, ou bien tout est illusion et chimère. De l'autre côté, ce sera la crédulité excessive. Il rencontrera des gens qui admettent les faits les plus invraisemblables, les plus fantastiques, d'autres qui se livrent aux pratiques spirites sans étude préalable, qui sont dépourvus de méthode, de discernement, d'esprit de contrôle et sont dans l'ignorance des causes diverses auxquelles les phénomènes psychiques peuvent être attribués. Ceux-là pourront être des gens de bonne foi. Mais il y a aussi les fraudeurs et les charlatans. Le charlatanisme s'est souvent emparé des faits psychiques pour les imiter et les exploiter. Il faut mettre en garde contre le cortège de faux mages, des faux médiums et de ceux qui, ayant des facultés réelles, n'hésitent pourtant pas à tricher à l'occasion. On doit se garer des tristes industriels qui ne craignent pas de tirer un parti vénal, on doit se garder, je pense que c'était le mot, des choses les plus respectables. Cependant,
les cas frauduleux ne peuvent altérer en rien la réalité des faits authentiques. Il n'en est pas moins vrai que les supercheries, les fausses matérialisations, les photographies truquées discréditent le psychisme et entravent la marche de cette science nouvelle, retardent son essor, son développement normal. Mais n'en est-il pas ainsi de toutes les choses humaines? Les plus sacrées d'entre elles n'ont pas été à l'abri des manœuvres, des fourbes et des imposteurs. Il est certain qu'en présence de l'incertitude, de la confusion qui résulte à première vue de tant de jugements contradictoires, bien des hommes hésiteront à aborder ce terrain et à se livrer à une étude attentive. Ce qui se dégage au premier examen superficiel, c'est plutôt la défiance et l'hostilité. Trop souvent, on ne voit de la science psychique que ses côtés vulgaires. Surtout les tables tournantes et les phénomènes similaires. On méconnaît ou l'on ignore les manifestations d'un caractère élevé, les faits de réelle valeur. Car en ce monde, tout ce qui est beau et grand se dissimule. On ne le découvre que par des efforts persévérants, tandis que les choses banales et mauvaises s'étalent à l'envi autour de nous. Ou bien les phénomènes cités paraîtront merveilleux, incroyables à ceux qui n'ont jamais expérimenté, et certains, en présence des récits qui leur sont faits, considéreront les spirites comme des aliénés. Voilà pour ma première impression. Elle n'est guère favorable, il faut le reconnaître. Pourtant, si l'on étudie sérieusement la question, on est frappé par un fait. C'est qu'après un demi-siècle de critiques amères, d'attaques violentes et même de persécutions, le spiritisme est plus vivant que jamais. On peut dire qu'il s'est considérablement développé, car les revues, les journaux, les cercles d'expérimentation qui se rattachent à cet ordre d'idées, sur tous les points du globe, ne se comptent plus. Tout ce qu'on a voulu tenter contre lui a échoué. Les enquêtes scientifiques et les procès tendancieux ont tourné en sa faveur. Il faut reconnaître une chose. Si le spiritisme a eu tant de peine à vaincre les oppositions conjurées, c'est que l'expérimentation est entourée de difficultés. Elle exige des qualités d'observation et de méthode, un esprit de patience, de persévérance que tous les hommes sont loin de posséder. Les manifestations spirites sont soumises à des règles plus subtiles, à des conditions plus délicates et plus compliquées qu'aucune autre science. Il a fallu, de la part des expérimentateurs, de longues années d'études et d'observations pour déterminer les lois qui régissent le phénomène spirit. Nous l'avons vu plus haut, le spiritisme s'appuie de répandre partout la connaissance de ces faits, car il jette un jour nouveau, un jour puissant sur notre véritable nature et sur notre avenir. Il faut enfin que l'homme apprenne à se mieux connaître, à prendre conscience des énergies qui dorment en lui. Se conformant à la loi suprême, il doit travailler avec courage et persévérance à s'accroître, à grandir, en dignité, en savoir, en sagesse, en moralité, car toute sa destinée est là. Ajoutons une remarque sur les expériences des savants que nous avons cités. Elles ont eu une portée considérable et ont abouti à des constatations scientifiques de la plus haute importance. Par exemple, c'est en observant les matérialisations de l'esprit de Cathy King que Sir William Crookes a découvert la matière radiante. Dans ces phénomènes étranges, il observait l'action de la substance en travail au point où elle se transforme en force, en énergie. C'est donc un fait spirit qui a été le point de départ de tout un enchaînement de découvertes, de toute une révolution dans le domaine de la physique et de la chimie. Cette matière radiante, diffuse,
impondérable qui remplit l'espace et échappe à nos sens, le grand physicien anglais trouve le moyen de la rendre visible dans cet appareil qu'on a appelé l'ampoule de Crookes. Tout ce qu'on a constaté depuis lors dans ce domaine n'a été qu'une application des découvertes de l'illustre savant, les rayons X et la radioactivité des corps, par exemple. Le radium lui-même n'est qu'une de ces manifestations. Tous les corps vibrent, tous sont en perpétuel état de radiation. Le radium rayonne plus puissamment que les autres. Nous pouvons observer maintenant la matière dans ses différents états. Depuis l'état solide, le plus condensé sous lequel nous la voyons habituellement, jusqu'à l'état de complète dissociation où elle devient force et lumière. L'être humain rayonne également. Il existe en lui un foyer d'énergie d'où s'échappent constamment des effluves magnétiques et des forces qui s'activent, s'étendent sous l'influence de la volonté et peuvent impressionner des plaques photographiques. Déjà, par ce rayonnement, notre être pénètre dans le monde invisible. Toutes ces notions, les expériences scientifiques viennent les confirmer. La constatation de ces modes d'énergie, l'existence de ces formes subtiles de la matière fournissent en même temps l'explication rationnelle des phénomènes spirites. C'est là que les esprits puisent les forces dont ils se servent dans leurs manifestations physiques. C'est de ces éléments impondérables que sont constituées leur enveloppe, leur organisme. Nous-mêmes, humains, nous possédons en nous, dès cette vie, un corps subtil invisible, véhicule de l'âme, dont le corps physique est l'image et qui, dans certains cas, peut se concréter et tomber sous le sens. On a pu reproduire sur les plaques ce double fluidique de l'homme, centre de forme et de radiation. Le colonel de Rochat et le docteur Barlemont ont obtenu chez Nadar la photographie simultanée du corps d'un médium et de son double, momentanément séparés. Car par l'expérience du corps fluidique, par son dégagement pendant le sommeil naturel ou provoqué, que s'expliquent les apparitions des fantômes des vivants, et par extension celles des esprits et des morts. Déjà, on avait pu constater dans bien des cas que le double fluidique de personnes vivantes se détachait dans certaines conditions du corps matériel pour apparaître et se manifester à distance. Ces phénomènes sont connus sous le nom de faits télépathiques. Dès lors, il devenait évident que si pendant la vie, la forme fluidique peut agir en dehors et sans le concours du corps, la mort ne pouvait plus être le terme de son activité. Voici un cas remarquable d'apparition d'un vivant dégagé de sa forme matérielle. Les grands journaux de Londres, le Daily News, le 17 mai 1905, l'Evening News, le Daily Express, blablabla, ici plein de journaux, ont rendu compte de l'apparition en pleine séance du Parlement à la Chambre des communes du fantôme d'un député, le Major Sir Cairn Rage, qui était retenu à ce moment chez lui par une indisposition. 3 autres députés attestent la réalité de cette manifestation. Voici comment s'exprime Sir Gilbert Parker, membre de la Chambre des communes, dans le journal Empire du 14 mai 1905. Reproduit par les Annales des sciences psychiques en juin 1905. Je voulais participer au débat, mais on oublia de m'appeler. Pendant que je regagnais ma place, mes yeux aperçurent Sir Cairn Rage, assis près de sa place habituelle. Comme je savais qu'il avait été malade, je lui fis un geste amical en lui disant « J'espère que vous allez mieux ». Mais il ne fit aucun signe de réponse. Cela m'étonna. Mon ami avait le visage très pâle. Il était assis tranquille, appuyé sur une main. L'expression de sa figure était impassible et dure. Je songeais un instant à ce qu'il convenait de faire. Quand je me retournai vers Sir Cairn, il avait disparu. Je me mis aussitôt à sa recherche, espérant le trouver dans le vestibule, mais il n'y était pas. Personne ne l'y avait vu. Et le journal ajoute « Sir Cairn
lui-même ne doute pas d'être réellement apparu à la chambre sous forme de double, préoccupé qu'il était de se rendre à la séance pour appuyer de son vote le gouvernement. Nous avons en outre le témoignage de 2 autres députés anglais. Dans le Daily News du 17 mai 1905, Sir Arthur Hayter ajoute son témoignage à celui de Sir Gilbert Parker. Il dit que lui-même non seulement vire Sir Ken Reg, mais qu'il attira l'attention de Sir Campbell sur sa présence à la chambre. Au sujet des apparitions des défunts, nous avons relaté dans notre autre ouvrage les expériences de William Crook avec l'esprit de Katie King, d'Aksakoff avec l'esprit d'Abdullah, etc. Relatons un cas plus récent, que le professeur Lombroso de Turin, connu dans le monde entier par ses travaux de physiologie criminaliste, rapporte dans son livre posthume. Donc il y a le titre en italien. C'était à Gênes, en 1902. Le médium Eusapia était en état de demi-inconscience et je n'espérais pas obtenir de phénomène sérieux. Avant la séance, je l'avais priée de déplacer en pleine lumière un lourd encrier de verre. Elle me répondit avec son ton vulgaire « Pourquoi t'occupes-tu de ces niaiseries ? Je suis capable de bien autre chose, de te faire voir ta mère. Voilà à quoi tu devrais penser. » Impressionné par cette promesse, après une demi-heure de séance, je fus pris du désir le plus intense de la voir exécutée, et la table répondit par 3 coups à ma pensée. Tout à coup, je vis, nous étions dans une demi-obscurité, avec la lumière rouge, sortir du cabinet une forme assez petite, comme était celle de ma mère. Il est à remarquer que la taille d'Eusapia est d'au moins 10 cm supérieure à celle de ma mère. Le fantôme était voilé. Il fit le tour complet de la table jusqu'à moi, en murmurant des paroles que beaucoup entendirent, mais que ma demi-surdité ne me permit pas de saisir. Tandis que, hors de moi, par l'émotion, je la suppliais de me le répéter, elle me dit « Cesare, mio figlio », ce qui, je le reconnais, n'était pas dans ses habitudes. En effet, elle était vénitienne, et avait l'habitude vénitienne de me dire « Mio figlio ». Peu après, sur ma demande, elle écarta un instant son voile et me donna un baiser. À la page 93 de l'ouvrage cité plus haut, on peut lire que la mère de l'auteur lui est réapparue une vingtaine de fois encore au cours des séances de Zapia. L'objection favorite des incrédules touchant ce genre de phénomène est qu'ils se produisent dans l'obscurité, si favorable aux supercheries. Il y a une part de vérité dans cette objection, et nous n'avons pas à hésiter à signaler nous-mêmes des fraudes scandaleuses, mais il faut remarquer que l'obscurité est indispensable aux apparitions lumineuses, les plus fréquentes de toutes. La lumière exerce une action dissolvante sur les fluides et nombre de manifestations ne peuvent réussir qu'en son absence. Il y a cependant des cas où certains esprits ont pu apparaître à la lumière phosphorée. D'autres se dématérialisent en pleine lumière sous les radiations de 3 becs de gaz. On a vu Katie King fondre peu à peu, se dissoudre et disparaître. À ces témoignages, nous avons le devoir de joindre le nôtre en relatant un fait qui nous est personnel. Pendant 10 ans, nous avons poursuivi cet ordre d'études avec l'aide d'un médecin de Tours, le docteur Agusoli, et d'un capitaine archiviste du 9e corps. Par l'intermédiaire de l'un d'eux, endormis du sommeil magnétique, les invisibles nous promettaient depuis longtemps une matérialisation lorsqu'un soir, réunis dans le cabinet de consultation de notre ami, les portes soigneusement closes et le jour pénétrant encore suffisamment par la haute fenêtre pour nous permettre de voir très distinctement les moindres objets, nous entendîmes 3 coups retentir sur un point de la muraille. C'était le signal convenu. Nos regards s'étant portés de ce côté, nous vîmes surgir d'un mur plein, sans aucune solution de continuité, une forme humaine de taille moyenne. Elle apparaissait de profil.
L'épaule et la tête se montrèrent d'abord, puis graduellement tout le corps apparut. La partie supérieure était bien dessinée. Les contours en étaient nets et précis. La partie inférieure, plus vaporeuse, ne formait qu'une masse confuse. L'apparition ne marchait pas, elle glissait. Après avoir traversé lentement la salle, à 2 pas de nous, elle alla s'enfoncer et disparaître dans le mur opposé, à un endroit qui n'offrait aucune issue. Nous pûmes la considérer pendant 3 minutes environ, et nos impressions contrôlées ensuite furent reconnues identiques. Le colonel français LG, aujourd'hui général, avait perdu sa fille aînée, âgée de 20 ans, à laquelle il avait voué une tendre affection, car cette jeune personne, très sérieuse, renonçait volontiers au plaisir de ses compagnes pour partager les travaux de son père, écrivain distingué. Cette mort soudaine, foudroyante, plongea le colonel dans un morne désespoir. Il me demanda les moyens de communiquer avec la chère disparue. Mais ses essais, par la table et l'écriture, ne lui donnèrent que des résultats insuffisants. Peu à peu, cependant, des phénomènes de vision se produisirent, et le 25 janvier 1904, il m'écrivait « Comme complément à mes lettres antérieures, je veux d'abord fixer par écrit, ce que je vous ai raconté à l'hôtel Nègrepelisse. Le soir même de votre conférence, étant touché et dans une entière obscurité, j'ai d'abord vu la forme très nette de ma chère enfant, comme je la vois d'habitude. Et j'ajoute, comme je continue à la voir d'une manière de plus en plus précise, c'est-à-dire une forme sombre, aux contours brillants, la coiffure qui lui était spéciale se détachant merveilleusement sur le sommet de sa tête. Or, cette forme, bien-aimée, était devant moi, parfaitement éveillée et l'observant avec toute l'attention dont je suis capable. L'apparition se transforma et j'eus alors, aux côtés de mon lit, ma fille adorée, comme jamais je ne l'ai mieux vue de son vivant. Figure souriante, gaie, teint éclatant de fraîcheur, c'était saisissant. Il y avait émanant d'elle comme une lumière. Son visage rayonnait, resplendissait. Malheureusement, cela n'a duré que 5 à 6 secondes, et après, j'ai perçu de nouveau la forme sombre bleuâtre. La figure seule avait l'apparence de la vie. J'ajoute que précédemment, j'avais observé au pied de mon lit une magnifique étoile bleue, d'une lumière inimitable, qui projetait vers moi un rayon dont je me trouvais éclairé littéralement. Depuis notre retour ici, les manifestations ont continué dans ces conditions. Toutefois, il y a lieu de relever 2 particularités. Il y a quelques jours, mon neveu Robert était de garde. À minuit, il quitta le poste pour aller prendre quelque chose dans sa chambre. Arrivé là, il s'entendit 2 fois appeler très distinctement « Robert ! Robert !» d'une voix bien connue. Il était absolument seul, porte fermée, et à quelques heures, tout le monde dormait au quartier. D'ailleurs, ses camarades l'appellent par son nom de famille, 2C, et jamais par son petit nom. Le seul qui l'appelle par son prénom est Amaury, le fiancé de sa fille, et il était à cette heure-là couché dans la chambre qu'il occupe chez moi. Rentré au poste, il eut l'étonnement de voir un chien recueilli par les soldats et qu'on appelle bataillon, se dresser, ses pattes de devant appuyées sur le lit de camp, face à la muraille, le poil hérissé, et aboyer pendant près de 10 minutes, le regard fixé sur le même point où l'on ne voyait rien. On ne put le faire taire. Enfin, hier soir, chez moi, Amaury était couché, et il avait sur son lit une chatte autrefois la préférée de ma chère Yvonne. Tout à coup, il se produisit sur la table de nuit un coup tellement violent que la chatte sauta en bas du lit. Amaury, qui sommeillait à peine, rouvrit les yeux et vit la chambre remplie de lueurs, de points brillants, etc., etc. Voilà où nous en sommes. Tout ceci ne laisse place à aucun doute, à aucun soupçon. Tout se passe chez nous, sans médium étranger, en famille. Le plus souvent, les phénomènes sont spontanés. On y viendra à cette croyance dans la réalité des manifestations de l'au-delà. Et tout le monde s'étonnera un jour
qu'on ait été si longtemps sans les constater et même à les nier. Le général LG me signale encore le phénomène suivant. Monsieur Conto, vieil ami de mon père, né à Épinal, comme lui, est venu à Périgueux, où il a pris sa retraite comme directeur de l'enregistrement, m'a raconté ce fait. Un jour, à Épinal, je venais de me coucher, quand tout à coup je vis au pied de mon lit mon ami Gouenry, commandant du génie, alors dans une résidence très éloignée des Vosges. Il était en tenue et me regardait tristement. Je fus tellement saisie que je m'écriai. « Comment, Gouenry, te revoilà ?» À ce moment, il disparut. J'étais très impressionnée. J'allais trouver ma femme et je lui racontais ce qui venait de se passer en ajoutant « Je parie que Gouenry est mort. » Le lendemain, je reçus une dépêche m'annonçant sa mort, qui coïncidait exactement avec l'heure de l'apparition. Or, M. Conto est un esprit très positif. Il ignorait tout de cet ordre de phénomènes et ne m'a confié la chose que parce que je venais de l'entretenir moi-même de certains faits spirites qui m'étaient arrivés. Il ajouta « Je n'avais jamais rien compris à cet incident et que de fois j'y ai pensé sans pouvoir me l'expliquer. » Citons encore un cas plus ancien, mais des plus suggestifs en raison des témoignages officiels qui l'appuient. Le 17 mars 1863, à Paris, dans un appartement du premier étage, rue Pasquier, numéro 26, derrière la Madeleine, Madame la baronne de Boislève donnait à dîner à plusieurs personnes, parmi lesquelles le général Fleury, grand écuyer de l'empereur Napoléon III. Monsieur de Vienne, premier président de la Cour de cassation, Monsieur Delvaux, président de la Chambre au tribunal civil de la Seine. Pendant le repas, il fut soudain question de l'expédition du Mexique, commencée depuis 1 an déjà. Le fils de la baronne, le lieutenant des chasseurs à cheval Honoré de Boissière, faisait partie de l'expédition, et sa mère n'avait pas manqué de demander au général Fleury si le gouvernement avait des nouvelles. Il n'en avait pas. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le repas s'acheva gaiement, les convives demeurant à table jusqu'à 9h du soir. À ce moment, Madame de Boislève se leva et passa seule au salon pour faire servir le café. Elle y était à peine entrée qu'un cri terrible alarma les invités. Ils se précipitèrent et trouvèrent la baronne évanouie, étendue de tout son long sur le tapis. Ranimée, elle leur raconta une histoire extraordinaire. En franchissant la porte du salon, elle avait aperçu à l'autre extrémité de la pièce son fils Honoré debout, en uniforme, mais sans armes et sans képi. Le visage de l'officier était pâle et ensanglanté. Telle avait été l'épouvante de la pauvre femme qu'elle avait pensé mourir. On s'empressa de la rassurer, en lui représentant qu'elle avait été le jouet d'une hallucination, qu'elle avait rêvé tout éveillée. Mais comme elle se sentait inexprimablement faible, on appela d'urgence le médecin de la famille, qui était l'illustre Nélaton. Il fut mis au courant de l'étrange aventure, ordonna des calmants et se retira. Le lendemain, la baronne était physiquement rétablie, mais le moral était touché. Elle envoya 2 fois, chaque jour au ministère de la guerre, demander des nouvelles du lieutenant. Au bout d'1 semaine, elle fut officiellement avertie que, le 17 mars 1863, à 2h50 après midi, à l'assaut de Puebla, Honoré de Boislève avait été tué raide d'une balle mexicaine qui avait atteint à l'œil gauche et lui avait traversé la tête. 3 mois après, le docteur Nélaton communiqua à ses collègues de l'Académie des sciences un procès-verbal de l'événement, écrit tout entier de la main de Monsieur le premier président de Vienne et signé par tous les convives du fameux dîner. En son numéro du 24 décembre 1905, l'Éclair publie une importante déclaration de Monsieur Montorgueil, rédacteur de ce journal qui se décide aujourd'hui à parler des expériences auxquelles il a pris part en 1886 ou 1887 chez l'ingénieur Mac Nab, rue Le Pic. Il a fallu l'affirmation courageuse du professeur
Richet sur la réalité du fantôme de la Villa Carmen pour faire sortir le susdit de son silence de 18 ans. Beaucoup de sceptiques, peu au courant de ces recherches, s'imaginent naïvement que, s'il se précipitait sur le fantôme et l'empêchait de bouger, il trouverait le médium déguisé. Voici une expérience de M. Montorgueil qui répond péremptoirement à cette hypothèse en montrant sa niaiserie. Nous arrivons immédiatement au point intéressant de ce récit. Un soir, je me sentais touchée à l'épaule. C'était une bourrade un peu brusque. Un instant après, une jupe frôla mes genoux, que je saisis entre mes doigts et qui leur échappa. Le fantôme revint sur moi, et tout à coup je me sentis violemment débarbouillée. Je crus à une plaisanterie. Je saisis furieux la main qui s'était promenée sur ma figure. La colère mêlée de quelque terreur décuplait mes forces. Je criai d'allumer ce que l'ingénieur fit aussitôt. J'étais debout, j'avais un bras passé sous mon bras, qu'il appuyait contre mon corps. Je serrais le poignet que j'avais saisi dans mon poignet, dont la fureur faisait un étau. Le silence était absolu. Je ne percevais pas le bruit d'un souffle. Je n'en sentais pas moins la chaleur. Mes pieds seuls trépignaient. La main du fantôme essayait pourtant d'échapper à mon étreinte. Je la sentais fondre entre mes doigts. La lumière était revenue. Cette lutte n'avait pas duré 10 secondes. Contre moi, personne. Chacun de nous était à sa place et témoignait de plus de curiosité que d'essoufflement. Il est hors de doute qu'une personne que j'eusse ainsi saisie, je l'eusse jetée à terre, ou dans ce corps à corps, elle ne m'eût jetée avant que nos mains se fussent quittées. Elle ne fut pas certainement dégagée sans une bousculade. Mon adversaire avait disparu. Avais-je été le jouet d'une hallucination? J'avais la preuve, excusez-moi, du contraire. Je tenais dans ma main, arraché de la main du fantôme, le chiffon avec lequel j'avais été débarbouillée. C'est trop drôle. C'était le fichu d'une jeune fille que le sculpteur avait amené. Je dois noter qu'au moment où la lumière parut et que la main s'évanouit, le musicien, le médium, se renversa sur le canapé dans un grand cri et qu'il restera prostéré, anéanti plusieurs minutes. J'ai réfléchi depuis, bien des fois à ces faits. J'ai cherché à savoir si je n'avais pas été mystifiée, et mes compagnons également. Je n'ai rien trouvé qui me confirmât dans le doute. Un argument prime tous les autres à mes yeux. Un être que je serrais au poignet et sous mon bras s'est dégagé en moins de 10 secondes, sans fracas, sans chute, sans collision. Je mets au défi quiconque d'y parvenir. On remarquera le contre-coup subi par le médium. Dans d'autres circonstances, il peut résulter pour ce médium les plus terribles conséquences. Madame d'Espérance, dans une aventure semblable, resta gravement malade pendant plusieurs années. C'est pourquoi il est bon de n'opérer qu'avec des personnes dont on connaisse la loyauté et qui ne risqueront pas par de stupides et inutiles agressions de blesser les médiums. Ça c'est vrai par contre. Les matérialisations et apparitions d'esprit rencontrent, nous l'avons vu, des difficultés qui en limitent forcément le nombre. Il en est autrement de certains phénomènes d'ordre physique et de nature très variée, lesquels se propagent et se multiplient de plus en plus autour de nous. Nous allons examiner succinctement ces faits dans leur ordre progressif au point de vue de l'intérêt qu'ils présentent et des certitudes qui s'en dégagent touchant la vie de l'esprit libre ou du libre esprit. En première ligne vient le phénomène si répandu aujourd'hui des maisons hantées. Ce sont des habitations fréquentées par des esprits d'ordre inférieur, où ils se livrent à des manifestations bruyantes, des coups, des sons de tout ordre, depuis les plus faibles jusqu'aux plus puissants, font vibrer les parquets, les meubles, les murailles, l'air même. La vaisselle est déplacée et brisée. Des pierres sont projetées du dehors jusque dans les appartements. Les journaux nous apportent fréquemment le récit phénomène de ce genre. À peine ont-ils cessé sur un point qu'ils se reproduisent sur d'autres, soit en France, soit à l'étranger, suscitant l'attention publique. En certains lieux, ils ont duré des mois entiers, sans que les plus habiles policiers aient réussi à découvrir une cause humaine à ces manifestations. Voilà, on va s'arrêter là. Nous sommes à la page 46.
Il y a une petite centaine de pages dans ce livre. Je vais lire vos commentaires. Donc c'est un livre, vous avez compris, qui se passe, qui a été écrit au début du siècle, après la mouvance ou juste pendant la mouvance des écrits et des expériences d'Alan Kardec. Je vous ai mis pas mal d'instants de lecture, vous pouvez aller voir dans la playlist Alan Kardec pour savoir qui c'est, pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà, nous sommes à la page 46, ça fait une petite vidéo d'1 heure, donc je pense que ça va vous suffire. Il n'est pas question non plus de vous saouler. Et on va se dire namasté. Je vais vous lire ce livre dans son intégralité, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont sur la chaîne pour ça aussi, pour découvrir. Vous voyez bien que ça prend pas de poussière. Vous voyez bien aussi que par rapport à ce qui est écrit dans ce livre, les manifestations, elles existent toujours de nos jours. On voit aussi qu'il y a quand même une forme de dangerosité pour les médiums, ce qui devrait vous interpeller par rapport à ces grandes salles remplies où on fait des séances de médiumnité publique. C'est quand même interpellant. Voilà, je ne porte pas de jugement particulier. J'ai mon propre avis, bien entendu. Et si je tombe sur des lectures comme celle-ci, c'est quand même que ça n'a pas bougé, ça évolue. On n'a pas toujours pas éclairci tous les mystères. Et puis, il faut garder la part de mystère. Hein. C'est comme ça continuera comme ça. Ça ne changera pas. Vous voyez bien que en pleine période chaotique, nous sommes fin janvier 2021 pour tout vous dire, les décisions n'ont toujours pas été prises par rapport aux restrictions qui doivent rentrer en mesure ou pas dans les prochains jours, et que la science n'a toujours pas éclairci le mystère de ce virus qui nous frappe depuis bientôt presque 1 an. Donc vous voyez, c'est pas la peine d'utiliser trop le mental dans la spiritualité. Il y a sa place, bien entendu, pour pas partir dans tous les sens. Mais il faut qu'il reste à sa place. Je vous dis namasté. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.